Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire Serre France Énergie XXL Mag. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers internautes, agriculteurs, partenaires, permettez-moi un instant de me présenter. Mon nom est Christian Dubois, je suis le directeur de Serre France Énergie et c'est avec le rédacteur du magazine XXL Mag, Pascal Rousseau, que j'ai le plaisir de vous proposer ce webinaire de l'énergie dans votre revenu. Les fermes peuvent-elles participer à la ruralité active? La réponse est oui. Elle se confirme d'ailleurs par la multiplication des projets de méthanisation et les emplois créés. Que ces projets soient basés sur le principe de la cogénération ou de l'injection, chacun de ces modèles doit trouver sa robustesse. J'appelle à me rejoindre Pascal Rousseau. Merci Pascal, un grand merci d'avoir collaboré dans la production de ce webinaire. Pour nous permettre de rentrer de plein pied dans ce webinaire, écoute, je te donne la main pour nous donner la tonalité de cette rencontre. Pascal, c'est à toi et je souhaite une bonne écoute aux internautes. Oui, donc, merci Christian. Donc effectivement, je suis Pascal Rousseau. Donc je suis rédacteur en chef du magazine XXLay. XXLay est un trimestriel papier destiné aux éleveurs de laitiers, en particulier éleveurs de grands troupeaux laitiers. Alors nous sommes ici à Mortagne-sur-Sèvre, sur l'installation d'agribiométhane. Donc agribiométhane, c'est une installation de méthanisation en injection directe. Si je ne dis pas de bêtises, elle doit injecter 90 normomètres cubes par heure. Nous sommes accueillis ici par Olivier Bouchonneau, l'un des 10 associés d'Agribiométhane. Donc Olivier est également président du CER France Énergie, également producteur de porc, et il interviendra au cours de ce webinaire pour nous présenter son installation. Donc, notre premier webinaire sur la méthanisation que nous co-organisons avec le CR France Énergie et le soutien de GRDF, qui est représenté ici par Pascal Garçon, qui est responsable développement gaz vert de la région centre-ouest de GRDF. Il interviendra également lors de notre webinaire. Alors, pourquoi un webinaire sur la méthanisation? Pourquoi organiser un tel webinaire? Parce que face à la volatilité des produits agricoles, les agriculteurs cherchent à diversifier leurs activités pour stabiliser leurs revenus. Les installations de méthanisation servent également pour ces agriculteurs souvent à retrouver du dynamisme, de la motivation, donc à travers de projets innovants. Alors, la méthanisation qui permet de contractualiser des prix de vente de l'énergie sur une quinzaine d'années a séduit et continue de séduire les agriculteurs, de nombreux agriculteurs, puisque aujourd'hui, on dénombre 704 unités de méthanisation en France. Il y a 10 ans, il y en avait seulement 31. La méthanisation s'est développée au début des années 2000 via la cogénération essentiellement. Donc la cogénération, ça consiste à transformer du biométhane par un moteur, donc de le transformer à la fois en électricité et également en chaleur. Et cette chaleur était assez difficilement valorisée. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui se développe, ce qui a le vent en poupe, c'est surtout l'injection de biométhane directement dans les réseaux de gaz. Donc pourquoi? Parce que déjà, il y a un meilleur rendement énergétique et d'autre part, l'impact économique des soucis de maintenance, des arrêts de maintenance est moindre avec de l'injection directe. Il y a en France plus de 150 sites qui injectent du biométhane à ce jour. Et selon les chiffres de GRDF, ça représente uniquement 0,5% de la consommation de gaz en France. Or, l'objectif dans 10 ans est d'atteindre 10%. Donc, il y a un fort potentiel de développement de la filière injection de biométhane. Et d'ailleurs, il y a à peu près, on dénombre 1600 projets actuellement en France.
Aujourd'hui, pourquoi on est ici? C'est parce que en fait, le modèle économique de la méthanisation est à réinterroger. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a une évolution, et on en parlera de la grille du prix d'achat du biométhane. D'autre part, avec l'injection, les installations sont de plus en plus grandes, de plus en plus importantes, et donc les besoins de financement suivent. Et enfin, il y a une diminution, il y a des projets de diminution des subventions dans un contexte où les besoins de fonds propres sont de plus en plus importants. Et donc, nous allons parler de tous ces sujets au cours des 2 heures et demie que nous allons passer ensemble. Alors, en ce qui concerne vos questions, puisqu'il y a 2 temps qui vont être consacrés aux questions. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est que vous avez sur la partie droite de votre écran la possibilité de poser vos questions par écrit dans le chat, et nous reprendrons vos questions lors de 2 temps forts qui vont se situer à milieu du webinaire, à l'issue de la deuxième session, et puis tout à la fin du webinaire. Donc, je vais sans plus attendre donner la parole à Paul Coco, qui est le référent énergie du CER France pour le département de la Vendée. Et Paul Coco va intervenir sur l'observatoire mis en place par le CER France Énergie. Il va nous présenter quels sont les objectifs de cet observatoire, quels sont aussi ses intérêts, comment il a été mis en place, comment il a été construit et quels sont les premiers enseignements qu'on peut en tirer. La parole est à toi. Merci Pascal. Alors effectivement, je vais vous présenter l'Observatoire méthanisation. C'est un travail qui est engagé depuis plusieurs années dans le réseau CER France et à travers CER France Énergie. On a démarré notre travail par la définition des critères de gestion dans le réseau pour avoir quelque chose d'homogène à présenter. Et puis, on a ensuite harmonisé nos méthodes de travail et de code comptable pour pouvoir produire quelque chose de facile à analyser derrière. On a fait ce travail qui aboutit à une première analyse en interne en 2017. Donc, ce travail-là nous a permis de conforter notre accompagnement de projets sur l'ensemble du réseau et surtout dans CER France Énergie Grand Ouest. Et puis, ça nous a servi aussi de confirmation des éléments à travailler, puisque tout ça doit se faire en lien avec l'expérience partagée sur les projets qu'on a menés avec nos adhérents. L'autre élément important sur la méthode employée, c'est l'extraction comptable essentiellement, c'est-à-dire que la plupart des chiffres qui sont analysés dans notre échantillon sont issus des comptabilités, parce que ça permet d'avoir une cohérence absolue entre tous les éléments, puisqu'on a une application très stricte des règles comptables. On a quelques éléments extra-comptables qui sont aussi en complément de cette extraction, qui permettent d'affiner l'analyse. Alors, ça nous a permis, donc en 2017, de sortir un échantillon d'une 50aine de dossiers qui nous a confortés dans notre accompagnement. Et puis, on a refait la même opération sur les exercices 2018-2019, qui nous a permis donc de produire un échantillon de plus de 100 dossiers qui nous donne une analyse tout à fait crédible. Plus de 100 dossiers, essentiellement cogénération, sur une gamme de puissance extrêmement large qui s'est élargie d'ailleurs depuis 2017, puisqu'on est sur une puissance de 50 kg à 1 méga 5, ce qui est assez considérable et qui correspond parfaitement aux projets qui sont en place dans les méthanisations en lien avec l'agriculture, nos adhérents. On a aussi une très grande diversité des constructeurs, ce qui permet d'avoir une diversité des process et des approches, donc 20 constructeurs différents. Et puis, on a constaté dans notre échantillon, ce qui nous a aussi un petit peu étonné, un tiers de l'échantillon est en démarrage, un tiers est en croisière et un tiers en croissance, ce qui relève en fait une filière dynamique aussi par rapport au constat qu'on fait, que un tiers des unités sont présentes sur la catégorie de la puissance la plus élevée, donc plus de 250 kg. Donc 315 à 1500 pour ce qu'on a défini comme catégorie. Donc ce sont des unités qui sont souvent issues de plusieurs phases de développement
successives sur ces unités. Donc, elles ont eu elles ont eu à démarrer et puis après, elles ont continué à grossir, ce qui est important. Ce qui nous permet de déterminer aussi, de nous confirmer plutôt qu'on est sur un échantillon assez robuste, assez simple d'entrer dans la production de la base de données pour pouvoir prendre en compte cette complexité parce que chaque en fait unité est différente par rapport aux autres. Et donc, c'est un point de vigilance qu'on s'est donné, c'est d'analyser les unités dans leur dynamique. Alors, souvent, dans les études de groupe, on est sur des choses assez figées et on essaye d'analyser un système qui est existant. Et en fait, c'est un peu la difficulté de l'analyse, mais c'est ce qui en fait la richesse, c'est que toutes les entreprises de méthanisation sont dans une dynamique d'optimisation ou de développement, ou des deux. Alors, les critères analysés qui vous sont proposés sont des points de repère à ne pas prendre au pied de la lettre. C'est important de se situer. Alors, on est toujours un petit peu en avance là. On doit se situer et il faut avoir l'idée que c'est variable selon les projets pour pouvoir bien analyser ça. Le développement des unités est donc possible, c'est ce que confirme l'échantillon. Il faut pour cela que les conditions de réussite soient réunies et ces conditions sont des conditions techniques, économiques et financières. L'investissement, tel qu'on l'a analysé, il est en cohérence avec le potentiel économique. Alors, le constat, c'est que l'investissement se situe entre 7 500 et 9 800 € par kilowatt électrique installé. Et on a quand même à prendre en compte une forte variabilité à l'intérieur d'une même catégorie sur les investissements. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique tout simplement par des choix qui sont liés à la stratégie du projet au départ et au contexte du projet au départ. On a un dimensionnement initial qui peut être surdimensionné avec des perspectives de développement ultérieur ou un dimensionnement qui est juste calé par rapport à la capacité du gisement. On a aussi d'autres éléments de surdimensionnement qui peuvent être un choix initial. Et puis, on peut avoir aussi, une fois qu'on est installé, des opportunités de matière qui permettent d'optimiser le dimensionnement, puisqu'on peut augmenter en puissance sans augmenter les équipements qui sont déjà présents. Deuxième point important, ce sont les choix technologiques qui sont liés là aussi à la stratégie de projet. Les choix technologiques qui peuvent être de choisir dès le début d'avoir un ou deux digesteurs, de disposer tout de suite d'un séparateur de phase ou de passer à une centrifugeuse. Et puis, il y a aussi toute une gamme de choix autour de la cogénératrice en termes de puissance ou en termes de qualité, de rusticité ou de performance sur le rendement. Le troisième point, qui est un point extrêmement important aussi, ce sont les périphériques qui peuvent apporter beaucoup de variations, qui sont en fait les stockages des matières, stockage en entrée, stockage en sortie, qui sont parfois différents selon la capacité à réutiliser l'existant. Et puis, le deuxième point important aussi, c'est la valorisation de la chaleur qui va nécessiter des équipements plus ou moins importants selon la stratégie de cette valorisation de la chaleur qu'on se met. Troisième point en périphérique aussi, ce sont les matériels. Et là, il y a une grande diversité sur le choix que font les porteurs de projets, d'investir soi-même en termes d'équipement matériel sur les chargements, les collectes et les épandages, soit donc d'investir, soit de faire appel aux CUMA qui peuvent investir avec d'autres acteurs, ou de faire appel à l'entreprise de travaux agricoles pour des prestations. Enfin, on a des capacités financières qui sont différentes, qui permettent plus ou moins de s'apporter du confort ou de la sécurité de fonctionnement, selon qu'on dispose d'apports en propre plus ou moins conséquents au niveau des porteurs de projets. Et puis, on peut avoir des politiques publiques de subvention, surtout au niveau des ADEME, qui posent des exigences de performance de l'unité par rapport à des critères environnementaux sur la valorisation de la chaleur, par exemple, qui nécessitent plus ou moins d'équipements sur la valorisation de la chaleur, par exemple. Enfin, on va avoir une
un critère de rentabilité globalement confirmé sur notre échantillon, puisqu'on va constater, vue suivante, on va constater un EBE situé entre 800 et 950 euros par kilowatt électrique installé. Hein, donc, pour avoir des ordres de grandeur, on s'est positionné sur des puissances un peu emblématiques, hein, mais qui sont là juste pour vous fixer des ordres de grandeur. Un 250 kg produit un EBE moyen de 230 000 euros par an. Un 650 kg va vous offrir un EBE moyen de 620 000 euros par an. Si on se situe sur le critère de résultat, on va avoir un résultat de 65 000 euros pour un 250 kg et 95 000 euros pour 650 kg. Donc ça, c'est pour vous donner des ordres de grandeur, des repères, mais le plus important à retenir là-dedans toujours, c'est qu'il y a de très grands écarts dans une même catégorie de puissance. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de travailler votre projet en amont quand vous êtes sur la phase projet et de regarder aussi les moyens d'optimiser quand vous êtes sur la phase fonctionnement pour pouvoir faire face à vos engagements financiers. C'est là où se situe l'amélioration par rapport aux unités quand vous serez en fonctionnement, c'est de bien travailler son projet, même si aujourd'hui on le constate en moyenne, vous arrivez dans vos unités en fonctionnement à faire face à vos engagements financiers par rapport à ces critères-là, c'est ce qu'on constate. Enfin, des points plus précis sur la rentabilité globalement confirmée, c'est les produits de cogénération qu'on constate sur vos exploitations. On a aussi des écarts annuels importants pour une même unité. Donc, on a essayé de relever un petit peu les thèmes qu'il faut regarder par rapport à vos fonctionnements. Est-ce qu'on est en arrêt programmé de maintenance des fosses en termes d'analyse? C'est comment dire, un élément, s'il est programmé, qui est réduit en termes d'impact défavorable, au contraire d'un incident technique qu'on va avoir à subir, où là, il faut réagir. Et puis, on a d'autres aussi éléments importants sur le niveau de production de la cogénération. C'est quel est le volume et ou la qualité méthanogène du gisement qui peut être sous-évalué. Et à ce moment-là, il y a besoin de réagir pour reconsidérer sur le fond le gisement dont vous disposez. Ce qu'on constate un petit peu dans les résultats en cogénération. Enfin, on peut avoir aussi des variations de qualité de biogaz, soit liées au gisement, soit liées à des dysfonctionnements d'équipement. Et puis, pour faire face à ces incidents, ces côtés aléatoires qui sont inhérents à l'exploitation parce que c'est du vivant, la méthanisation. On a aussi des couvertures assurantielles qu'on peut faire valoir avec des indemnisations et des incidents sur incident et accident, hein, selon la façon dont vous êtes assuré. C'est un élément important. En moyenne, on considère que vous êtes dans l'ensemble de vos unités, vous avez couvert ces éléments-là par la marge de sécurité. Donc, il faut s'en assurer pour son projet ou son unité en fonctionnement. Et surtout, il faut intégrer la variabilité, la variation de production d'une année sur l'autre. Et pour conclure, avant de passer la parole à Pascal Garçon de GRDF sur la partie biométhane, donc nous, on veut élargir notre observatoire au biométhane. On a sensiblement les mêmes charges de production sur la partie biogaz. Hein, donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont assez proches. Simplement, quand on est en biométhane, on est sur des niveaux de production plus élevés en équivalent par rapport à la cogénération. Par contre, quand on est sur la valorisation du biogaz, ça n'a plus rien à voir. Donc, on est sur des niveaux de charge très différents. Et donc, on vous donne rendez-vous pour 2021 pour des références de l'observatoire qui sera basé sur les résultats 2020. Voilà, donc je passe la parole à Pascal Rousseau pour faire la suite. Voilà, Pascal, à toi. Merci Paul, merci pour ton intervention. Donc, comme je disais tout à l'heure,
N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et nous les reprendrons donc à l'issue de cet ensemble d'interventions qui portent, je dirais, sur le modèle économique, la rentabilité économique. Donc, Paul nous a présenté les résultats de son observatoire, donc qui porte sur les installations en cours de fonctionnement. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que dans le contexte actuel d'évolution de la réglementation, est-ce que investir en méthanisation reste toujours rentable? Et pour répondre à cette question, on va commencer, et pour échanger sur cette question, on va commencer par accueillir Pascal Garçon de GRDF, qui va nous présenter les évolutions des mécanismes de soutien au biométhane injecté. Donc, il nous dira ce qu'il y a derrière cette formule, c'est-à-dire les évolutions de grilles tarifaires, évolutions en termes de contrats, de subventions. Et suite à son intervention, on fera un débat justement sur les conséquences de ces évolutions réglementaires, justement sur le modèle économique et sur les facteurs clés de succès des installations en injection de biométhane. Je te laisse la parole, Pascal. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Olivier, président de Cerfrance Énergie, et puis Christian, donc pour nous permettre d'intervenir lors de ce webinaire consacré donc à la méta et aux évolutions et aux facteurs clés de succès pour envisager de nouveaux projets. Donc je suis Pascal Garçon, je travaille pour GRDF sur la région Centre-Ouest. Je suis en charge des sujets de développement et de partenariat avec les acteurs de la filière. L'idée, donc effectivement, Pascal, c'est de faire un point d'actualité pour poser le décor, donc un point d'actualité sur les discussions en cours sur l'évolution des mécanismes de soutien au biométhane injecté. Voilà, page suivante. Donc, effectivement, c'est un sujet que les pouvoirs publics ont mis à l'ordre du jour il y a déjà de ça quelques mois, puisque c'était en janvier 2019 que l'État français a indiqué sa volonté de faire évoluer les tarifs de biométhane. Il faut rappeler que les tarifs actuels sont en vigueur depuis novembre 2011, donc il était assez logique, comme dans toute filière qui commence à prendre son envol, il était assez logique de reconsidérer le dispositif de soutien. Donc, volonté affichée par l'État début 2019 et après de longs mois, parce que c'est un feuilleton qui dure depuis assez longtemps. Donc l'histoire devrait se conclure dans les jours à venir, puisque les textes sont attendus pour fin septembre, début octobre. Fin septembre, je commence à être prudent parce qu'on est quand même le 28, c'est pas gagné, mais assurément début octobre. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout à l'heure le contenu du projet. Avant ça, un point important, c'est de confirmer, de réaffirmer que tous les contrats de biométhane qui ont été signés jusqu'à présent, qui représentent une grosse dizaine de térawattheures de biométhane signés. Tous ces contrats seront honorés. Donc l'État, et notamment le ministère de la Transition écologique et solidaire, a confirmé donc dans un communiqué de presse récent qu'il y a 13 milliards qui sont actés et qui sont d'ores et déjà engagés pour le biométhane. Donc ce soutien est donc confirmé par écrit. On le savait à l'oral, mais là c'est désormais écrit. Et l'État se félicite au passage aussi du dépassement du point de passage 2023 sur la filière biométhane. Donc on le savait tous, la dynamique de la filière permettait d'être assez confiant là-dessus, mais voilà, c'est acté par l'État. Donc ça permet déjà d'envisager la suite des opérations de façon sereine pour tous les porteurs de projets qui ont signé un contrat et qui sont encore en développement de projet. Alors pour les futurs, comment ça va se passer? Eh bien, le marché, alors, on va parler de mécanismes de soutien, puisque effectivement, là je vais vous parler du tarif très rapidement, mais ce qui évolue aussi, c'est les conditions d'accès au tarif, donc c'est ce qu'on appelle le cadre réglementaire. Et puis ce qui est amené à évoluer également, c'est le dispositif de soutien de l'ADEME, les aides de l'ADEME, qui sont amenées elles-mêmes à évoluer. Alors concernant tout d'abord l'accès au tarif, celui-ci va se scinder en deux modalités. Il y a une modalité dite de guichet ouvert, donc pour les entre guillemets petits projets on va dire de 0 à 300 normomètres cubes, donc ils seront en guichet ouvert, ils accéderont librement à la grille tarifaire. Et pour les plus gros projets, au-delà de 300, donc il y aura une grille, un accès en guichet fermé, donc avec des procédures d'appel d'offres. Donc déjà, première évolution importante, un accès au tarif qui est différencié selon la taille du projet.
Et donc, concernant les aides ADEME, deuxième modalité sur le soutien de l'État, eh bien, les aides ADEME, on le sait, elles sont en baisse continuelle depuis quelques années, essentiellement parce que l'ADEME travaille à enveloppe constante ou presque, et parce qu'il y a beaucoup plus de projets à servir. Donc, on a connu, certains ont connu des belles années à 15-20% de subventions. La moyenne 2019, elle était à 11%, pardon. Et l'ADEME, donc pour l'année prochaine, annonce une moyenne de soutien à 8% pour les projets qui seront aidés. Première évolution. Et puis la deuxième, c'est un système d'aide forfaitaire en normomètre cube, en kilo-euros par normomètre cube, qui est censé simplifier notamment l'analyse de l'ADEME sur ces demandes-là. Voilà, sur la page suivante, vous allez retrouver donc une présentation avant-après de ce dispositif de soutien. Donc les 3 premiers pavés concernent en fait les modalités d'accès aux tarifs. Donc la première ligne, je l'ai déjà indiqué, hein, pour les projets jusqu'à 300 mètres cubes, donc accès à la grille tarifaire, tarif d'achat, et au-dessus, donc accès via une modalité d'appel d'offres. Donc ce qui est annoncé, c'est 2 appels d'offres annuels qui devraient démarrer dès 2021. Donc ces modalités permettront pour le guichet ouvert de servir 800 gigas de biométhane par an. Et puis la partie appel d'offres couvrira donc un volume de 700 gigas de production annuelle. Alors si vous voulez l'équivalent en normomètre cube, on multiplie en 1,0 de plus. Donc ça fera 8000, un peu plus de 8000 et un peu plus de 7000 normomètres cubes servis via ces 2 modalités. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui n'est pas neutre du tout, là, et qui concerne tous les porteurs de projets, c'est quels sont les documents, les pièces qui permettent d'accéder aux tarifs. Jusqu'à présent, il fallait s'enregistrer auprès de l'ADEME et puis il fallait l'autorisation, la déclaration préfectorale. Demain, on garde toujours la nécessité de l'attestation préfectorale, mais en plus sont intégrés 2 jalons importants, donc le fait d'avoir son permis de construire accordé et son ICPE accordé également. Donc les pouvoirs publics souhaitent un peu plus de maturité des projets pour qu'ils puissent passer à la phase signature. Donc ça, c'est un point important dans le développement des projets, puisque en 2019, il y a eu une certaine précipitation. Voilà, beaucoup de porteurs de projets ont signé d'abord et développé ensuite. Là, on revient à quelque chose de plus traditionnel dans l'approche qui est proposée par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un deuxième point important. Le troisième est tout aussi important, c'est l'encadrement des évolutions de Cmax, donc de puissance de l'installation. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de contraintes. À partir du moment où les textes seront sortis, eh bien, il y aura un encadrement pour les nouveaux contrats, un encadrement des conditions d'évolution, donc plafonné à 30% de la Cmax initialement signée. Donc ça, c'est pour les nouveaux. Pour les sites qui injectent déjà, les discussions sont toujours en cours. On ne sait pas ce qui va être décidé, mais il y a un sujet dans le sujet sur ce point-là. Bon. Sinon, on reste toujours sur la durée de 3 ans entre la signature de contrat et la première injection. Donc là, ce qui va poser aucun problème, puisqu'on va demander au projet d'être plus avancé avant de signer. Donc, je dirais la contrainte, entre guillemets, la contrainte qu'il y avait sur ce point-là, elle est levée à travers ces nouvelles modalités. Donc voilà, donc trois premiers sujets qui cadrent les conditions d'accès au tarif. Et puis le tarif, proprement dit, eh bien, il évolue à la baisse. Donc la baisse pour les projets qui ont 0% d'effluent sera comprise entre 0, une baisse de 0, elle sera comprise entre 0 et moins 15% selon la taille des projets. La nouveauté de ce projet de tarif biométhane, c'est l'introduction d'une prime aux effluents, donc qui permettra de limiter la baisse pour les projets qui ont au moins 60% d'effluents, de la limiter dans une fourchette entre 0 et moins 5%, encore une fois, selon la taille du projet. Voilà, donc ça va être la grille initiale, et ensuite cette grille, comme ce qu'on peut connaître en COGE, va bouger tous les trimestres. Donc tous les trimestres, il y aura une baisse trimestrielle de moins 0,5%. Donc sur la grille, tarif d'achat. Ensuite, bien sûr, quand on a signé, son tarif ne bouge plus, il est même réévalué en fonction des indices de la profession. Mais en tous les cas, la grille tarifaire, à jour, trimestre par trimestre, elle baissera
pour aller chercher toujours une performance sur la maîtrise des coûts du biométhane. Donc voilà les quatre fondamentaux sur le dispositif de soutien. Je le disais, donc tout ça est attendu pour fin septembre, début octobre. Donc on sera fixé très rapidement donc, sur les conditions d'accès aux futurs tarifs. On sera fixé rapidement sur la grille tarifaire. Ceci dit, cette grille tarifaire fera l'objet d'un arrêté transitoire puisque, en parallèle, les pouvoirs publics sont en consultation des instances européennes pour valider la grille tarifaire. Donc, une fois que cette validation sera obtenue, on aura sur la partie arrêté tarifaire donc un texte définitif dit pérenne, donc est attendu pour le début 2021. Voilà, donc en image, ça donne ça. Donc voilà, vous avez à l'écran quelques courbes. Je ne vais pas beaucoup les détailler, mais vous voyez le trait le plus gros, le plus gras, c'est le tarif actuel. Et puis en dessous, 3 simulations. La plus basse, c'est un projet qui a 0% d'effluents. Celle qui est en orange donc est un projet qui a 60% d'effluents au moins. Et puis intermédiaire en bleu, 30%. Donc on voit que pour les gros projets à partir de 20 à 25 gigas, ce qui correspond à 200-250 mètres cubes, le pincement il est un petit peu moins sévère que sur des profils à 100 normomètres cubes. Quand les petits projets 50 mètres cubes donc voient une baisse qui est moins importante. Voilà, donc tout ça sera confirmé très prochainement avec l'arrêté tarifaire provisoire. Voilà, en conclusion de cette présentation, mon objectif c'était de planter le décor sur cette évolution tarifaire. On peut penser que ce qui va sortir va permettre de continuer à envisager une dynamique des projets biométhane, mais peut-être avec des profils d'unités plus adaptés aux nouvelles règles. On voit bien que le pourcentage d'effluents, l'effluent va prendre encore plus de valeur dans le futur système. On voit bien que si on est au-delà des 300, eh bien, on sera régi par un système d'appel d'offres où là, on a moins de visibilité sur le prix. On voit bien qu'il ne faut pas être trop petit pour aller chercher des économies d'échelle. Il ne faut pas être trop gros non plus pour éviter peut-être d'autres contraintes ou saisir des opportunités. Voilà. Donc, tout ça va se reconfigurer avec ces nouvelles règles. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette évolution va challenger tous les projets dans la maîtrise de leur coût de production et dans la productivité de leurs unités, dans la durée. Voilà, je repasse la parole à Pascal qui va introduire la séquence suivante. Oui, ok. Donc, Pascal a quand même commencé à introduire justement la séquence suivante. Donc, il nous a parlé de légères baisses tarifaires, il nous a parlé de baisse de subventions. Donc, la question qu'on se pose dans ce contexte, c'est effectivement comment un futur projet de biométhane peut rester rentable. Et donc, pour parler de ce sujet, on va maintenant faire intervenir justement deux intervenants. Tout d'abord, Jean-Luc Gauthier, qui est référent CER France Énergie dans les Pays de Loire. Et puis ensuite, on aura monsieur Yann Guézel, donc, qui est directeur des financements voilà, qui nous redira son titre, donc de la Banque Populaire Grand Ouest. Bien, c'est vrai que comme l'a dit Pascal tout à l'heure, donc évolution des tarifs, évolution donc dans un contexte d'évolution, comme toute entreprise, puisqu'une unité de méthanisation c'est bien une entreprise, elle doit s'adapter pour pouvoir poursuivre son développement et pour pouvoir avoir accès au marché. Donc là, l'évolution, elle est peut-être un petit peu particulière parce que c'est pas une évolution en termes de volume, puisque les volumes sont connus et entre autres, ils sont plutôt exponentiels. C'est un accès au marché en termes de prix, donc de pouvoir adapter son prix de revient au prix de marché pour préserver des marges de sécurité sur les résultats et sur le BE. Donc, peut-être qu'avant de faire le point, c'est vrai que quand on parle d'adaptation d'une entreprise, d'une unité de méthanisation à son marché, il faut rappeler quand même qu'elle a besoin de dégager du résultat pour rémunérer les capitaux. Alors, les capitaux pour attirer peut-être des financeurs demain dans les projets hein, et rémunérer aussi les capitaux des actionnaires qui investissent.
Elle a besoin aussi de préserver une certaine valorisation des gisements, de la logistique, puisque c'est un moyen aussi d'adapter les exploitations et d'adapter toutes les contraintes, enfin, c'est d'adapter l'exploitation aux nouvelles contraintes. L'unité a besoin donc de capacités financières pour rémunérer des aléas, puisque on est quand même sur une période assez longue. Et puis, un certain aussi niveau de BE pour avoir accès au financement et entre autres d'avoir un critère DSCR qui corresponde aux banquiers. Donc, dans tout ça, donc, tous ces points sont importants et c'est un challenge de maintenir ce pourcentage de BE, ce pourcentage de résultats dans un contexte évolutif. Donc, c'est sûrement une part sur l'investissement, une partie sur les charges et des baisses en proportion, on va dire, pour arriver à préserver les marges et continuer à poursuivre ce développement en méthanisation. Alors, un des moyens et un des critères de suivi, c'est le prix de revient et d'adapter le prix de revient au contexte de marché. Donc, un premier point pour adapter le prix de revient, c'est de maîtriser les CAPEX. Donc, maîtriser les CAPEX dans un contexte quand même assez défini, hein, il y a un cadre. C'est aussi d'adapter l'investissement au dimensionnement. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, on avait la possibilité aussi où on avait des unités qui permettaient des développements peut-être plus importants. Là, comme l'a dit Pascal Garçon tout à l'heure, il va y avoir un cadre de pour le développement, pour la maîtrise du développement du dimensionnement. Donc, peut-être plus facile aussi d'adapter le dimensionnement de l'investissement au potentiel de production. Un autre point, c'est de raisonner les options. Donc, c'est vrai que l'unité de méthanisation ne peut pas tout investir. Donc, peut-être qu'il y a aussi des marges de manœuvre sur les options et peut-être de les reporter aussi dans le temps. Il y a 3 grandes phases dans les investissements hein, pour s'adapter. Il y a tout ce qui est process, donc l'unité de méthanisation en tant que telle, et puis tout ce qui est épuration. Hein. Donc là, c'est là qu'il y a peut-être des choses à regarder pour réduire ce montant d'investissement ou l'adapter. Des investissements périphériques. Donc là aussi, il y a peut-être des adaptations à faire, que ce soit sur les bâtiments, enfin tout ce qui tourne autour du bâtiment, les stockages, le matériel aussi qui peut être acheté, peut-être de le partager peut-être un peu plus avec soit des CUMA ou des entreprises et de faire et donc de limiter l'investissement. Toutefois, l'investissement et l'adaptation par rapport au prix de revient ne peut pas être non plus drastique, on va dire. Hein. Il faut quand même que sécuriser l'outil. On est sur une durée de contrat de 15 ans, mais on est sur des durées d'unité de 15, 20, peut-être 25 ans. Donc, il faut quand même sécuriser l'outil pour qu'il puisse quand même limiter l'entretien, donc de ne pas avoir des coûts latents derrière, produire le maximum qu'on peut lui demander, et puis de le faire sur une durée assez longue. Donc, une certaine sécurité à avoir. L'investissement devra aussi répondre à des exigences environnementales hein, pour être en lien avec les conditions de l'environnement, et puis aussi répondre à un besoin d'efficacité en main-d'œuvre et technique, pour éviter aussi donc, des charges latentes qui pourraient arriver. Donc, c'est vrai que l'adaptation par rapport au prix de revient passera automatiquement par des investissements en phase et en cohérence. L'autre grande classe ou grand poste à regarder et à analyser pour la maîtrise du prix de revient, c'est les OPEX. Donc, sur les OPEX, donc j'ai mis quatre grands points, hein, sachant qu'on aurait pu ajouter aussi un point plutôt divers. Donc, il faudra regarder sur les gisements et la logistique. Bien sûr, là aussi, en regardant et en ayant une cohérence avec la production de gaz, avec le respect de l'environnement, et puis avec donc les trajets qu'il y a à faire. Sur l'efficacité, sur l'électricité, pardon. Donc, fonctionnement, alors peut-être que les adaptations vont passer par de l'autoconsommation ou par là aussi de l'automatisation ou des moyens de réduire ce poste ou de le maîtriser encore plus qu'aujourd'hui. Toute la partie maintenance et entretien.
Alors qui d'ailleurs est en lien aussi avec en lien avec l'investissement, hein, donc un investissement robuste et bien monté, on va dire, ça peut être aussi de limiter l'entretien et les coûts de maintenance dans les années futures. Puis toute la partie main d'œuvre, donc là aussi il y a peut-être des marges de manœuvre à avoir, entre autres en montant aussi en compétence les responsables de site ou ceux qui interviennent sur le site, en recherchant donc de l'efficacité de la main d'œuvre et pourquoi pas peut-être demain en partageant aussi de la main d'œuvre entre plusieurs sites, le cas échéant, si les sites sont à proximité les uns des autres. Donc ça peut être aussi un moyen de maîtriser ou d'adapter la main d'œuvre à un contexte évolutif. Donc, les différents leviers qu'on pourrait y trouver, hein, ou qui sont à étudier ou à regarder, c'est d'adapter les investissements tout en maintenant son efficacité sur la main-d'œuvre et technique aussi, et donc de sécuriser cette production de biogaz sur une durée longue. Aussi, d'avoir un investissement malgré tout qui permette au moins d'augmenter sur ces 30% de possibilités pour donner aussi de la sécurité demain. C'est de maîtriser les charges de fonctionnement. Donc, à la fois, c'est quand on est en développement de projet, c'est de mettre en lien les objectifs qu'on pourrait avoir en termes de maîtrise des charges ou de montant des charges, mais c'est aussi après d'arriver à les tenir dans le temps, donc de les suivre et de les suivre sur un tableau de bord. Développer dans la limite du process et de la réglementation. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être de partager la main-d'œuvre à plusieurs, puisqu'on voit des dimensions d'unités, en fin de compte, où quelquefois il faut un petit peu plus d'un ETP, mais moins de deux. Donc, c'est vrai qu'à plusieurs, ça permettrait peut-être d'optimiser cette main-d'œuvre. Et puis, pourquoi pas partager aussi la logistique au travers de CUMA ou au travers d'entreprises de travaux agricoles. Bien sûr, chaque marge de manœuvre, chaque levier sont bien spécifiques à chaque projet. On peut avoir une différence aujourd'hui d'ailleurs avec un projet qui est tout en phase de réflexion et qui va regarder pour avoir accès au marché, pouvoir créer une entreprise, une unité de méthanisation, à la différence peut-être de celui qui est déjà en cours et presque arrivé au bout. Donc, il peut avoir déjà des leviers un peu différents. Et puis, c'est vrai que sans levier, si on ne va pas chercher des leviers par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les projets ailleurs, ils risquent d'être pas faisables puisque la baisse de prix, on ne peut pas la retrouver directement sur une baisse de résultats ou sur une baisse de BE qui n'aurait pas de sens et qui ne permettrait pas de poursuivre ou de créer ces unités. Voilà, donc je passe la main à Yann. Oui, donc merci Jean-Luc. Donc Jean-Luc nous a parlé des facteurs, des possibilités de faire évoluer la rentabilité au travers des investissements et au travers des charges opérationnelles. Maintenant, donc j'appelle Yann Gezel. Donc Yann Gezel, j'ai mangé son titre tout à l'heure. Là, je vais donc bien le dire. Il est directeur financement des projets énergie renouvelable et environnement pour la BPGO. C'est ça. D'accord. Et donc, Yann va nous parler en fait de la vision de la banque, du financeur sur la rentabilité, l'évolution de la rentabilité des projets de méthanisation et notamment également quels sont les facteurs clés de réussite. On aimerait l'entendre sur quels sont les facteurs clés de succès pour maintenir la rentabilité des unités de méthanisation. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors, en effet, on a vu avec Jean-Luc et Pascal que les cartes vont être un peu rebattues là dans les années qui viennent et peut-être même les mois à venir. Donc, sans vouloir rentrer dans le détail, comme l'a très bien fait Jean-Luc, des enjeux, moi je vous rappelle simplement les grands postes, les grands points de vigilance que nous avons au niveau de l'instruction des financements. Alors, naturellement, à la Banque Populaire Grand Ouest, nous avons beaucoup de projets. Nous avons plus de 120 millions d'encours.
sur la méthanisation. Donc naturellement, cela fait l'objet de beaucoup de vigilance et voilà, c'est pas parce qu'on en fait depuis un moment, effectivement, que, et Paul l'a dit clairement, on a quand même des retours suffisamment probants sur la COGE et aujourd'hui aussi sur le biométhane. Pour autant, les différentes contraintes nouvelles qui arrivent nous amène à ne pas baisser la garde quand même sur les points de vigilance, notamment sur ce que j'appelle, comme vous, les CAPEX et les OPEX, c'est-à-dire que nous, on attache une attention toute particulière, j'ai envie de dire, à la pertinence des CAPEX, c'est-à-dire que, et Jean-Luc l'a dit, il n'est pas toujours nécessaire d'investir dans tout. On peut avoir recours parfois à des locations ou une bonne gestion de la flotte de transport, par exemple, pour minimiser ces postes-là. Donc, et ça va avoir un impact naturellement sur les coûts de fonctionnement. Donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment très importants parce que, comme vous le savez, ça va conditionner le niveau de rentabilité. Donc le BE et les différents ratios de solvabilité que nous, on utilise. Hein, c'est-à-dire qu'on va positionner le niveau de la dette et le niveau donc des fonds propres nécessaires en fonction de la bonne gestion de ces niveaux d'investissement par rapport à la rentabilité. Donc plus ces critères-là sont optimisés, plus finalement nous, banquiers, on va pouvoir faire du sur-mesure en matière de ratio entre fonds propres et dette, avec, bien sûr, je le dis un peu plus loin, l'exigence qui restera toujours la même, parce que un DSR à 130, on s'aperçoit que c'est parfois à peine suffisant pour gérer les aléas interannuels de fonctionnement. Donc ça, c'est important, quoi qu'il arrive, même s'il y a de plus en plus de recul, de garder dans les projets une marge de sécurité suffisante, de sorte que les porteurs de projets puissent digérer des éventuels dysfonctionnements qui vont générer en trésorerie une année à 80% de la production, et puis l'année d'après, peut-être 110 ou 120% de ce qui est possible de faire. Mais il faut que le business plan est capable de digérer une baisse de production, de rentabilité interannuelle d'au moins 20-25% pour se mettre à l'abri de tout dysfonctionnement majeur qui pourrait être amené à étaler le crédit ou venir avoir un impact sur le crédit, ce qui serait gênant, parce que les crédits sont souvent sur 14 ans. Donc on n'a pas une latitude énorme, à part une année étalée d'1 an, mais on va pas le faire plusieurs fois puisqu'on peut pas. Donc voilà. Donc bien sûr, il faut maîtriser bien sûr les débouchés, hein, mais ça c'est pas nouveau, ça va pas changer. Hein, ça c'est des règles habituelles. Alors on voit quand même un phénomène assez nouveau apparaître, c'est beaucoup de recours sur les projets. Donc là, moi, je vous invite à, comment on dirait, à déminer le terrain le plus possible, c'est-à-dire pour informer et travailler à l'acceptation sociale. Pourquoi? Parce que quand les recours sont là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et le projet peut être retardé de 2-3 ans. Alors, on a des solutions, naturellement, mais c'est quand même compliqué, nous, en tant que banquier, de financer des projets avec des recours. Et ça rajoute des contraintes sur le crédit fortes. Hein. Et aussi, naturellement, on n'est jamais à l'abri d'une agressivité locale, etc. Donc ça, c'est des points importants. Il vaut mieux tout faire pour éviter, parce qu'une fois que c'est là, ça peut mettre à mal les projets, parce que, comme on le sait, il peut y avoir des évolutions réglementaires durant cette période-là. Et du coup, le projet finit par cumuler les problèmes, et il faut éviter ça. On le voit bien avec les nouvelles mesures là qui arrivent.
Évidemment, nous, on est très attachés au fait de suivre la construction. Hein. Ce sont des projets à 200, 300 normes mètres cubes parfois, des dettes de 10, parfois 15 millions. Donc, il faut absolument, et c'est une exigence, suivre les projets. Parler maintenant d'élargir la vision des différentes solutions pour financer les projets de méthanisation. Je rappelle le contexte qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, les projets sont de plus en plus lourds, qui nécessitent des investissements de plus en plus lourds. Il y a une demande de fonds propres importante également pour que cet investissement soit rentable et qu'on a un contexte en fait de baisse de subventions. Donc, comment résoudre cette équation, c'est-à-dire comment parvenir dans ce contexte à financer son projet. Donc, on va parler des différentes solutions de financement. Dans un premier temps, je vais rappeler Pascal Garçon qui va nous brosser rapidement un tableau des différentes solutions de financement possibles. Et puis après, donc, on appellera Yann Gezel et puis on sera en direct avec Monsieur Philippe Leroux, qui eux évoqueront de façon beaucoup plus précise les poules bancaires. Et puis pour Monsieur Leroux, qui dirige un fonds d'investissement, le fonds Agri Impact, il nous parlera des intérêts de recourir à ce type de financement pour financer les fonds propres. Donc, je laisse la parole à Pascal pour introduire ce sujet. Merci Pascal, tu l'as déjà introduit un petit peu, je vais poursuivre. Rappeler effectivement que ce que je disais tout à l'heure dans l'évolution des mécanismes de soutien, donc les aides ADEME sont amenées, c'est le sens de l'histoire, à baisser. C'est le sens de l'histoire parce que la technologie, la filière est lancée, puis les technologies sont matures et éprouvées, donc il est assez logique que l'État se désengage pour investir sur les filières de demain. Donc voilà, le sens de l'histoire est posé. Revenir aussi, alors je ne l'ai pas évoqué, mais dans la future formule tarifaire, il y aura certainement un malus sur le prix pour les projets qui bénéficient d'une aide. Donc le niveau de malus est encore en discussion, mais s'il s'avère élevé, il est possible qu'il y ait encore moins de porteurs de projets qui déposent des dossiers. Donc tout ça confirme que voilà, la partie subvention de l'ADEME va être en chute importante. Et donc le sujet reste entier sur la mobilisation des fonds propres, puisque les projets comptaient beaucoup sur ces subventions pour consolider leurs fonds propres. Donc, Yann, nous ayant pas annoncé de très bonnes nouvelles sur la baisse des fonds propres exigés, il faut continuer à travailler là-dessus pour avoir des projets robustes au montage et puis dans la durée de leur vie pour faire face à tous les aléas. Donc, dans cette perspective, GRDF et l'ADEME au niveau France ont conclu il y a quelques mois un accord sur la mise d'un guide, alors qu'on attend pour la fin d'année, un guide du financement de la méta qui a vocation à recenser les différentes formules pour mobiliser des fonds propres. Donc il y a des formules qu'on connaît bien, les sociétés d'économie mixte de certains syndicats, le financement participatif, certains constructeurs mettent la main au pot aussi. Et puis on voit aussi des nouveaux acteurs arriver, comme les fonds d'investissement. Ça tombe bien, on aura un témoignage tout à l'heure. En tous les cas, voilà, ce guide devrait arriver d'ici la fin d'année. Il recensera tous les acteurs. Il donnera aussi des clés aux porteurs de projets pour décider d'avoir recours à telle ou telle formule. Donc voilà, encore quelques semaines de patience pour avoir ce guide qui sera, je pense, très utile à la filière. Alors dans ces guides, il y a un des contributeurs qui arrive, évidemment, les banquiers qui financent et qui font confiance au projet de méta depuis le début seront également répertoriés. Donc ce guide sera assez exhaustif. Donc je passe là. Donc l'un des points importants, ce qu'on a évoqué, c'est les besoins de fonds propres. Donc on va entendre Yann qui va nous parler justement quel est le taux de fonds propres demandé et surtout pour quelles raisons, quoi. Pour quelles raisons il y a un besoin d'avoir un tel niveau de fonds propres. Oui, merci Pascal. Alors en effet, effectivement, comme l'a dit Olivier tout à l'heure,
on n'est pas tout à fait dans les financements habituels. Il faut vraiment se rendre compte que quand on est sur une unité de méta de 5, 10 ou même plus parfois, millions d'euros, c'est un projet industriel. Tu l'as très bien rappelé, Olivier. Et un projet industriel réclame méthode de financement de projet, j'allais dire d'ingénierie financière. On ne finance pas, comme vous le savez, une stabulation, même si c'est parfois déjà des montants conséquents, comme une unité de méta. Donc nous, on va structurer les choses, on a des process, on a des règles de politique risque, et malheureusement, on peut pas, ou heureusement plutôt, on ne peut pas s'en affranchir. Donc on va construire un crédit unique pour plusieurs banques avec des règles, des critères, etc. Et les fonds propres font partie de ces critères, effectivement. Et alors, parfois, on peut faire du sur-mesure. Hein. Il y a des raisons parfois de déroger un peu ou à contrario, d'augmenter un peu. Il faut savoir que les fonds propres, c'est la meilleure sécurité des actionnaires, hein, déjà. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils s'engagent. Ça a un impact important sur les comités des banques, l'engagement des actionnaires sous différentes formes. Et donc, c'est un point important dans l'instruction des crédits pour nous. Alors, est-ce que c'est 25, est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 35%? On n'est pas à 1% près. Pour autant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que, ça a été dit aussi, les financeurs publics sont plus en retrait, hein, l'ADEME, la région, etc. Et notamment les collectifs d'agriculteurs, et c'est bien normal, ont des difficultés à réunir 2 3 millions d'euros parfois. Donc là, naturellement, la question se pose de faire entrer des fonds d'investissement. Nous, on appelle ça des tiers minoritaires, peu importe, minoritaires ou pas si minoritaires que ça. Sachez que nous, on voit ça d'un très bon œil, évidemment, parce que ça va sécuriser le plan de financement d'une part, mais par ailleurs, ça peut aussi épauler, aider les porteurs, les porteurs majoritaires, cœur de projet majoritaires, dans un certain nombre de démarches de négociation vis-à-vis des constructeurs. Ça a été dit tout à l'heure aussi par Olivier, c'est-à-dire qu'il faut être très exigeant au niveau du formalisme juridique des relations contractuelles. Et souvent, ces apporteurs minoritaires, des fonds d'investissement, des SEM, il y a différentes catégories, sont d'un soutien précieux pour le projet. Encore une fois, non seulement au niveau de l'apport de cash, hein, sous forme de capital ou d'obligations, compte courant, etc., mais aussi en termes de soutien au niveau des démarches juridiques, y compris auprès de nous, hein, financiers, parce que les fonds d'investissement, on parle le même langage, et du coup, ça peut faciliter des choses. A contrario, il ne faudrait pas que ça les complique, parce que dans certains cas, ça peut aussi compliqué. Donc ça, c'est le point de vigilance. Mais généralement, on trouve des solutions. Et l'important, c'est ça, c'est que nous aussi, nous sommes des partenaires. Hein. Nous sommes financiers, oui, mais j'ai une mouche qui vient m'embêter. Et c'est normal, on est bien sur site. Vous l'avez prouvé. Eh bien, du coup, nous aussi, on est là pour aider, faciliter. On n'est pas là pour attendre en disant votre copie, elle n'est pas bonne. Non, nous aussi, on est acteurs. Et quand, comme Olivier l'a dit, quand la confiance est là, sachez que nous, on fera tout ce qui est possible de notre côté pour faire aboutir le projet. Merci Yann. Donc, on a parlé de fonds d'investissement. Ça tombe bien. Donc, on a en ligne, donc il n'a pas pu être parmi nous, mais il est devant son ordinateur. Donc, c'est Philippe Leroux. Philippe Leroux est directeur général de la Fondation Avril. Et le fonds Agri-Impact qu'il dirige investit dans des projets de méthanisation portés par des agriculteurs. Et donc, on va lui demander en fait de nous présenter en fait son fonds déjà et finalement quels sont les intérêts financiers et autres pour des porteurs de projets d'avoir recours à ce type d'intermédiaire en fait pour apporter des fonds propres. Donc, je laisse la parole à Philippe. Oui, bonjour à tous.
Alors, Agri Impact, c'est un fonds que nous avons créé avec la Fondation Avril sur le constat que les agriculteurs aujourd'hui ont besoin de capter de la valeur économique dans les filières, et notamment en aval de leur exploitation, et que souvent, c'est pas toujours, mais souvent, la problématique est une problématique de fonds propres pour bien dimensionner les projets. Donc le fonds Agri Impact, c'est un fonds qui accompagne uniquement les agriculteurs, c'est-à-dire ce n'est pas un fonds qui investit dans des entreprises, quel que soit le secteur, ce sont toujours des entreprises créées par des agriculteurs pour renforcer leurs fonds propres afin de dimensionner les projets de manière professionnelle et notamment permettre de dimensionner les investissements et le recrutement des compétences au bon niveau dans les projets pour assurer la pérennité. Alors, quel est l'intérêt de renforcer les fonds propres avec un fonds tel qu'Agri Impact ou d'autres? Je dirais qu'on l'a vu là pendant les différentes interventions, il y a un certain nombre de risques autour de la méthanisation, et puis il y a un certain nombre de risques pour les actionnaires, pour les agriculteurs. Alors les risques sur les projets, on les a vus, il y a l'évolution tarifaire qui a été bien expliquée, il y a effectivement une tendance à la baisse des subventions, notamment de l'ADEME. Un risque qui n'a pas été évoqué, mais sur lequel il faut quand même que l'on fasse attention, ce sont les aléas climatiques. Il y a des variations climatiques fortes qui peuvent avoir des impacts sur les approvisionnements des méthaniseurs, et il faut donc veiller à avoir une sécurité financière sur les projets. Et puis enfin, il y a un risque qui est de dimensionner un plan de financement trop juste et d'avoir des pannes malgré les contrats de maintenance qui peuvent être des contrats de maintenance avec des interventions rapides. Il peut y avoir dans certains cas des décalages de quelques jours, et on sait bien que une semaine d'arrêt a une influence importante sur le plan de financement. Voilà, donc les risques pour l'actionnaire, donc ça c'était les risques, je dirais, pour l'entreprise, donc pour le méthaniseur. Les risques pour l'actionnaire, c'est-à-dire pour l'agriculteur, ben, il y en a plusieurs. C'est les cautions personnelles qui sont apportées quand les fonds propres sont trop faibles. Certains groupes bancaires demandent des cautions sur les exploitations. Et puis, évidemment, si le dimensionnement n'est pas bien fait, en cas de problème financier, c'est la perte de l'apport personnel de l'actionnaire et tout ce que cela entraîne. Alors, le fonds Agri Impact, c'est un fonds qui intervient sur des projets collectifs. Donc, on est plutôt, alors on intervient sur les circuits courts, sur la transformation, mais là, concernant le sujet sur la biométhanisation, on intervient plutôt sur des projets collectifs, sur des dimensions d'investissement de 6 à 10 millions d'euros, où, comme l'avait dit Yann Gezel, les banques souhaitent que le niveau de fonds propres soit de, effectivement, on ne va pas être au pourcent près, mais au moins de 25%. Dans ces 25%, j'inclus les subventions, mais si on retire les subventions, vous voyez tout de suite la problématique. Et donc, le fonds Agri Impact intervient alors soit en capital, mais dans les projets de méthanisation, ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que ça nous limite à 30% du montant, puisque nous devons être minoritaires, ou alors en obligation convertible, ce qui nous permet d'être parfois un apporteur de fonds propres supérieur aux agriculteurs. Les obligations convertibles, ce sont, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de prêt que le fonds d'investissement va réaliser auprès du projet, mais c'est un prêt un peu particulier parce qu'il a la possibilité, en cas de difficulté, d'être converti en actions, et donc il est considéré comme des quasi-fonds propres, comme des fonds propres par les banques. Et en plus, ce sont des prêts, entre guillemets, qui sont remboursés in fine, et donc qui sont maintenus dans le projet pendant 6, 7, 8 ans. Nous, en ce qui nous concerne, on essaye de ne pas être sur des durées inférieures à 7 ans, en tout cas en ce qui concerne la biométhanisation. Mais bon, en fonction de la rentabilité, ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long. Voilà, tout ça, c'est une question en fait d'équilibre par rapport au projet.
juste rajouter quelques éléments qui sont pour nous importants dans la décision. On a parlé tout à l'heure de la gouvernance. Olivier Bouchonneau a parlé de la question de la gouvernance du projet, la gouvernance au sein des agriculteurs, au sein des actionnaire. Ça, c'est un des points de vigilance fondamental pour nous, parce que on sait toujours qu'un BP, alors dans la biométhanisation, dans certains projets un peu entre guillemets standardisés, les BP peuvent être réalisés bien évidemment et on le souhaite, mais en général, un business plan n'est jamais exactement celui qui a été prévu. En tout cas, la réalisation ne colle jamais exactement à ce qui avait été prévu. Et la capacité qu'ont les actionnaires, pardon, la capacité qu'ont les actionnaires à s'organiser, à prendre les bonnes décisions, pour nous est fondamentale. Donc ça, c'est vraiment le point de vigilance sur lequel on est le plus attentif, c'est comment les actionnaires, comment les agriculteurs se coordonnent, comment sont répartis les rôles, est-ce qu'il y a un leader, est-ce que autour du leader, il y a une véritable équipe. Donc ça, c'est notre premier point de vigilance. Le second, c'est l'indépendance en termes d'approvisionnement. Moi, j'ai une règle, c'est les 80%, c'est-à-dire que mon équipe, je leur demande à chaque fois de vérifier qu'on ait au moins 80% d'indépendance en termes d'approvisionnement. Je préfère que ça soit une indépendance liée aux exploitations. Après, il peut y avoir des contrats d'approvisionnement externe, mais à ce moment-là, il faut des contrats. Un fonds d'investissement n'est pas là pour rentrer dans des projets sur lesquels il y aurait un risque lié au fait qu'il est mal dimensionné, mal ficelé. On est là simplement pour apporter les fonds propres et permettre de passer un cap. Et donc, on est très vigilant sur cette zone de risque qui est l'approvisionnement. Il y a un point qui n'a pas été mentionné tout à l'heure, mais la capacité à épandre les digestats et en tout cas à les utiliser. Ça, c'est aussi un point important parce qu'une fois qu'on a des digestats, il faut encore pouvoir quoi en faire, comment les valoriser. On a parlé tout à l'heure du bon dimensionnement du plan de financement. Les pièces de rechange ont-elles été prévues dans le plan de financement? Ce sont des points sur lesquels on apporte un peu on apporte un regard particulier. Et puis, il y a un aspect très important qui est le juridique, notamment avec le constructeur, le contrat qui est signé avec le constructeur. Ça, c'est un point sur lequel on repasse totalement les contrats en revue. Et donc, on demande un audit, un sur-audit ou un contre-audit par un cabinet extérieur qui vérifie un certain nombre de points. Et puis, dernier point de vigilance, c'est l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Certains projets sont directement drivés par le collectif d'agriculteurs. Bon, après, c'est faisable. Maintenant, nous, on préfère qu'il y ait une assistance à la maîtrise d'œuvre parce que c'est un métier, surtout quand on fait une première expérience. La négociation avec les constructeurs, je pense qu'il faut être accompagné. Donc, l'assistance à la maîtrise d'œuvre, en tout cas pour nous, est importante dans les projets que l'on regarde. Voilà. On est aussi exigeant sur un certain nombre de points. On demande donc cet audit technique dont je viens de parler. Et puis, on regarde, puisqu'on est un fonds à impact, hein, dans le mot agri-impact, il y a impact. On regarde quel est l'impact du projet de méthanisation sur le bilan carbone de l'exploitation. Alors, avec une méthanisation, c'est relativement simple à le démontrer. Mais il va y avoir un changement d'assolement. On a parlé de CIF tout à l'heure. Donc, il y a des bouleversements dans certaines exploitations. Il y a évidemment l'utilisation des digestats à la place d'engrais chimiques. Et donc, on mesure et on regarde au cours des 7 ou 8 ans pendant lesquels nous accompagnons le projet, nous regardons l'impact carbone des exploitations parce qu'on pense que c'est aussi très important pour les agriculteurs, au-delà de la création d'énergie verte, de pouvoir expliquer en quoi la production de méthane joue un rôle important dans la modification de leur exploitation et dans leur impact carbone. Donc, c'est aussi un élément de communication vis-à-vis de l'extérieur qui aujourd'hui est important à utiliser. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'agri-impact, comme je l'ai dit, en capital jusqu'à 30%, mais avec parfois des complexités à identifier la sortie.
des obligations convertibles. Ça, c'est plutôt l'outil qu'on privilégie. Il n'y a pas de frais. Au-delà des 3 000 € de l'audit technique qui est fait par un cabinet avec lequel on a un partenariat. Et on peut monter sur des sons supérieurs à l'apport des agriculteurs quand c'est nécessaire. Voilà, donc je ne sais pas si... Merci Philippe. Pour le plan. Merci Philippe. Je rappelle que vous êtes le directeur général donc, de la Fondation Avril, que vous êtes le chef d'orchestre de Agri-Impact. Alors, j'ai donc une question pour vous, mais tout d'abord, je voudrais donc saluer effectivement l'écoute de nos internautes. Vous êtes nombreux à nous avoir livré vos questions. Beaucoup de questions qui ont été adressées donc, à l'endroit de nos grands témoins, Michaël Ayot et Olivier Bouchonneau. Alors, peut-être avant de vous rappeler effectivement sur votre question, Philippe, je vais donner la parole donc effectivement à Michaël. Alors, Michaël, la première question donc, qui nous a été adressée, c'est comment vous avez fait pour analyser le besoin de main-d'œuvre pendant la phase projet? Et est-ce qu'il y a des améliorations à apporter donc, justement pour les projets de méthanisation? Voilà, votre témoignage. Alors, le besoin de main-d'œuvre pendant le projet au niveau de l'exploitation, pour la construction. Oui. Ben, en fait, nous, on a fait, on a beaucoup laissé faire les entreprises qui intervenaient. Nous, on suivait, bon, on a fourni un peu plus d'énergie à ce moment-là. C'est vrai que un an et demi de construction, on a été vraiment au taquet tout le temps. Vous avez confié donc toute la partie maçonnerie également, Oui, effectivement, des entreprises. Après, il y a des choses qui nous étaient réservées. C'est vrai que quand on y était, c'était en plus de l'exploitation. Donc, oui, on s'est mis une charge de travail un peu plus cette période-là. Donc, il y a bien donc, une somme d'efforts. Oui. Voilà. Après, on a fait intervenir aussi le service de remplacement aussi un peu sur certaines parties dans l'exploitation. Très bien. Donc, j'ai une autre question. Et là, nous concerne tout directement. Donc, qu'est-ce que vous avez traité donc, dans votre projet avec Serre France? Donc, en fait, avec Serre France, on a fait l'étude, alors je ne sais plus comment ça s'appelait. Faisabilité. On a rencontré Serre France, on a fait la présentation du projet, du moins, des exploitations qu'on regroupait à l'époque pour faire le projet méthanisation. Après, les questions qu'on avait, toute l'étude pour aller vers une méthanisation. C'est le Serre France avec Paul Coco qui a monté le dossier quand on rencontrait les constructeurs. Donc, Paul était présent avec nous souvent. Et on montrait notre cahier, ce qu'on avait en production. Il vous a aidé dans les choix également? Oui, enfin, il a fait toutes les visites en plus avec nous. D'accord. Ça, c'était aussi important. Parce que un soutien précieux. Ouais, bah oui, parce que mine de rien, l'accompagnement faisait que il savait de quoi on parlait quand on le revoyait, quand on voulait parler de sujet. Il était présent avec nous aux réunions. Donc, c'était vraiment un plus là-dessus. Du coup, vous avez vécu le projet avec une certaine sérénité, quoi. On était accompagnés, quoi. D'accord. Donc, c'était un peu, ça faisait comme un bureau d'études, si on veut, quoi. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à développer à nouveau votre unité de méthanisation? Est-ce que vous êtes mis dans cette perspective? C'est en projet, oui. Après, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le gisement qu'on a, nous, on est en production, on fournit. Donc, on se pose la question, oui, à plus ou moins augmenter un petit peu la puissance, quoi. Alors, une autre question aussi qui nous a été effectivement donc adressée, c'est quels sont les points avancés pour convaincre les banques, Michaël? Déjà, c'est de s'appuyer sur des bons constructeurs. Non, mais nous, les constructeurs, c'était un point qu'il faut prendre des constructeurs sérieux. Bon, maintenant, ceux qui sont sur le marché, je pense que le tri s'est resserré un peu, je pense. On voit qu'il y a moins de constructeurs qu'il y a eu à une époque, quoi. Ouais. Après, c'est sur l'engagement de nous. Il y avait l'exploitation. Les banques nous connaissaient par l'exploitation, par les personnes aussi. Donc,
bon, ben, on s'est engagé, quoi. Vous considérez d'abord il faut avoir un bon équilibre financier de son exploitation pour pouvoir être au Dans courant. l'idéal, ce serait mieux, mais c'est vrai que nous, en plus, le projet, c'était un groupement. On a fait un groupement pour faire la méthanisation. D'accord. Donc, on partait un peu dans une inconnue du regroupement. Mais c'est pour ça qu'on s'était laissé 2 ans, nous, avant de repartir sur le projet méta, de vraiment mettre en place le projet vache laitière avant la méthanisation, quoi. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci Michael. Merci. Je vous invite à regagner votre place. Pendant que Olivier donc, va me rejoindre, je vais adresser donc une question donc, à Philippe. Philippe Leroux. Donc, vous avez évoqué aujourd'hui donc votre méthodologie donc justement pour l'instruction des dossiers. Quel est le niveau de DSCR et de TRI que vous attendez aujourd'hui pour financer les projets de méthanisation? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, alors, sur le niveau de DSR, on y a répondu tout à l'heure avec Yann Guézel. Hein. Enfin, on n'a rien d'original à ce sujet. Sur le TRI, en fait, on regarde pas le. Enfin, si on est en obligation convertible, c'est pas le TRI qu'on regarde, c'est la capacité qu'a l'entreprise à rembourser les obligations convertibles à partir de l'année 6, 7, 8. Et donc le cash flow que l'entreprise va dégager et qui va lui permettre donc de rembourser ses obligations convertibles et donc d'éviter qu'on soit dans une situation où la question de la conversion soit posée. Un fonds d'investissement n'a jamais pour vocation à reprendre la main sur un projet. Donc il faut évidemment tout faire pour éviter cette situation-là. Et donc, c'est dans la mesure où des obligations convertibles, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme on a probablement c'est un outil un peu, je dirais pas étranger, mais qui n'est pas très usuel dans le monde agricole. On fixe un taux au départ, hein. Donc il y a un taux de rémunération qui est faible, et puis il y a un taux de prime, ce qu'on appelle la prime de non-conversion, qui fait que si on ne convertit pas, si les obligations sont remboursées par l'entreprise, c'est un intérêt qui est payé in fine, qui est actualisé. Et donc, il faut que l'entreprise dégage la capacité de sortir les OC, hein, de rembourser. Oui, c'est ça. Votre rôle, c'est d'abord donc l'émergence, le soutien, pour ensuite savoir vous retirer donc au bon moment et permettre effectivement à la méthanisation de voler de ses propres ailes, quoi. Merci Absolument. Philippe pour cette intervention. Alors, je vais en revenir aux questions de nos internautes et cette fois-ci donc que j'adresse tout directement à Olivier. Olivier, justement, donc on a parlé de cette grille des tarifs du biométhane. Finalement, si vous étiez amené à challenger à nouveau votre unité de méta, sur quel poste jouer et pour faire face justement à cette baisse des tarifs? Alors, disons que la chance que l'on a eue ici, c'est on est parti d'un volume injecté qui était, on avait un équilibre financier où on était parti sur un volume de 65 normaux mètres cubes et aujourd'hui donc on est autour de 110 normaux mètres cubes. Ça nous a permis avec les mêmes équipements de vraiment progresser, quoi. Donc je pense que c'est dans l'étude de faisabilité, c'est de regarder avec le matériel, la meilleure optimisation et surtout la qualité du biogaz sorti, je dirais, du post-digesteur. Parce que on se rend compte, nous, on était parti sur en gros 58-59% de CH4 sortis des cuves. Aujourd'hui, ça dépend, mais on est plutôt autour de 65. Donc ça veut dire que voilà, on a moins d'énergie pour pouvoir épurer ce gaz. De une. Après, c'est aussi dans, je dirais, l'optimisation du matériel, quoi. C'est aller chercher, je dirais, le CH4 le plus facile à produire. Donc, ça veut dire un bon assemblage matériel, un bon assemblage faire des matériel. choix technologiques adaptés. Après, bon, faut pas se raconter d'histoire non plus. On est sur des lisiers fumiers, donc c'est peu méthanogène. Nous, d'entrée de jeu, on a regardé ce qui était la partie graisse. Donc là, on se rend compte aussi que le marché du déchet évolue. Donc là aussi, on est vigilant par rapport aux achats que l'on fait.
par rapport, on essaye de contractualiser avec des entreprises. Voilà, on met en place petit à petit en fonction de l'évolution, on sait bien du tarif qui va évoluer, de nos intrants qui évoluent. On met en place des actions pour pouvoir maintenir un prix de revient de notre gaz sorti du post-digesteur. Très bien, intéressant. Alors, je poursuis. Donc, il nous a été adressé une question concernant la fertilisation et elle va dans le droit fil de ce qui est recherché par justement Agri-Impact. Philippe Leroux le soulignait tout à l'heure sur le caractère vertueux de ces investissements. Justement, quel est l'intérêt de la méthanisation donc, pour la fertilisation sur vos exploitations, Olivier? Alors, sur nos exploitations, on a tous fait des économies d'azote. J'ai pas le chiffre en tête, excusez-moi, mais moi personnellement, ça a été quelque chose de notoire, notamment par rapport à tout ce qui a été, je dirais, épandage. Ça, c'est indéniable. On a fait des économies là-dessus. Après, moi, où la méta a été très importante, puisque je vous ai dit, on était sur 2 départements où il y avait de l'azote pour nous, le Maine-et-Loire, qui devenait une problématique, et pour la Vendée, le phosphore. On a mis en place une centrifugeuse qui nous permet d'exporter de l'azote et du phosphore. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on utilise le digesta pour venir sur nos cultures. Sur les cultures, pour fertiliser les cultures. Pour fertiliser les cultures, mais aussi Agribiométhane nous permet d'exporter l'excédent d'azote et de phosphore que vous ne pouvez pas justement pouvoir placer sur vos propres exploitations. Donc, je dirais, on fait coup double puisque le digesta que l'on utilise est un très bon fertilisant, puisque aujourd'hui, globalement, chez moi, ce n'est que juste un apport d'azote pour le démarrage des cultures sorties d'hiver. Et après, je ne fonctionne qu'avec du digesta. Et puis, on exporte l'autre partie azote-phosphore qui était en excédent. C'est très intéressant parce que parfois, on a certains détracteurs qui pensent que le digesta n'était pas forcément le meilleur ingrédient pour fertiliser les sols. Alors là, vous en faites la démonstration tout à fait contraire. Voilà. Merci Olivier. Une question encore peut-être avant qui nous a été adressée en dernière minute. Avez-vous prévu l'un ou l'autre, Michael, donc Olivier, de rémunérer les personnes parmi les porteurs de projets pendant la phase projet ou après? Parce que ça, c'est une vraie question. Justement, ce temps investi, on l'a posé tout à l'heure la question à Michael. Voilà, il y a justement à faire des choix entre le temps passé sur son exploitation et ce projet de méthanisation. Comment vous avez fait pour accompagner justement l'investissement de ces personnes? Est-ce que vous avez rémunéré? Oui, très rapidement, après la constitution du groupe, tous les associés qui interviennent sur Agribiométhane, que ce soit pour de l'administratif, mais aussi pour une visite ou pour de l'entretien, comptent son temps et Agribiométhane le rémunère. Ah oui, d'accord, très bien. Michael, c'est la même chose pour vous, si vous voulez effectivement vous exprimer sur ce sujet. Merci Olivier. Oui, donc nous, c'est l'exploitation et c'est vraiment les associés, on est tous impliqués dedans. Donc après, aujourd'hui, il n'y a que pour les visites qu'on commence à faire une facturation. Mais après, c'est juste le moment des visites, quoi. Ça nécessite quand même une planification, j'imagine, même peut-être sommaire, mais au moins d'avoir une certaine visibilité sur le temps de charge de chacun, sans doute. Par rapport nous, c'est un outil de l'exploitation. D'accord. Donc, on ne compte pas notre temps sur les vaches ou sur les cultures. Donc, sur un méta, pour l'instant, ça fait pas. C'est la globalité. D'accord. Aujourd'hui. Très bien. Donc, c'est vraiment le GAEC. Après, très bien. Si on décide à un moment de scinder les 2 structures ou n'importe, on évoluera sur le sujet à ce moment-là. Merci Michael également pour votre témoignage. L'heure avance et nous arrivons sur la dernière ligne droite de ce webinaire. Donc, je voudrais vous faire une brève synthèse de cette matinée. Je remercie effectivement tous nos internautes, tous nos agriculteurs et partenaires qui nous ont suivis. Alors, je remercie tout particulièrement les intervenants d'avoir mis en lumière plusieurs points, d'avoir présenté les différentes lignes de force justement que l'on doit avoir dans ces projets de méthanisation. Depuis quelque temps, effectivement,
On avait de vraies interrogations donc sur la filière méthanisation et notamment donc pour l'injection compte tenu de la grille de prix. Cette grille de prix est forcément qui nous amène aujourd'hui à sans doute mieux optimiser nos investissements. Mais l'augmentation de la taille critique aussi des exploitations, voilà, c'est un des éléments donc importants à prendre en compte. Et le besoin de financement et le besoin de fonds propres, tel qu'ont pu le développer Yann Guézel et Philippe Leroux. Alors bien sûr, en qualité d'entrepreneur, vous avez un impératif de sécurisation donc, des projets. Vous devez assurer du résultat pour rémunérer vos capitaux propres et valoriser donc votre gisement. Alors, en quelque sorte, c'est, je dirais, donc, de développer une véritable capacité financière dans vos exploitations.